On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mercredi 2 juin 2021. Au programme, on va commencer avec des trucs qui font peur, les robots tueurs et probablement ou peut-être plutôt la première attaque autonome d'un drone. Alors on n'a pas encore toutes les réponses, mais je vous avoue que ça fait un peu peur. Je vais en parler même si c'est un peu touchy. Je vais pas y rester trop longtemps parce que ça reste un peu touchy. On parlera ensuite de TSMC qui a visiblement trouvé un bon moyen de rester numéro 1 en s'implantant aux États-Unis avec voilà, une feuille de route qui, euh, qui est bien en marche et une domination de TSMC qui risque de durer dans le temps. On parlera ensuite rapidement de la conférence Huawei qui est principalement sur leur nouvelle OS, donc HarmonyOS, qui est censé remplacer Android sur leur smartphone et leur tablette. N'étant pas un utilisateur Android, je suis probablement pas la meilleure, pas la personne la mieux placée pour en parler, mais on va en parler quand même rapidement. Et ils ont aussi annoncé quelques petits appareils qui peuvent intéresser certains. Encore une fois, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, donc je vais l'aborder mais assez rapidement. On aura un petit point sur Kingston qui fait des gammes bien séparées et pour que les gens s'y retrouvent. Kingston qui appartient à HyperX qui a été racheté par HP, ça devient compliqué. Donc petit rebranding de leurs différentes gammes et ils essaient de mettre les choses au clair et à plat pour que les gens s'y retrouvent, ce qui est souvent très compliqué dans les gammes. On aura bien sûr un gros point Computex, c'est en ce moment et il y a pas mal d'annonces, même si voilà, on a passé les plus grosses annonces qui étaient AMD et Nvidia. On a toujours pas mal de marques qui profitent de cet événement pour faire leur promo, ils ont bien raison. Des trucs intéressants, des trucs un peu moins intéressants, mais ça mérite quand même qu'on en parle. On a aussi la présentation, je vous l'ai mentionné hier, AMD qui lors de sa conférence a annoncé une espèce de certification sur certains ordinateurs portables, des ordinateurs portables qui sont équipés de processeurs AMD et de cartes graphiques mobiles AMD, plus d'autres points qui tiennent à cœur AMD. Les premiers à dégainer, c'est Asus avec deux Asus ROG. On est chez Asus ROG, hein, donc ce sera un peu cher. Mais normalement, en termes de qualité, on est quand même très bien. Et on finira avec les cartes graphiques. Gros point carte graphique aujourd'hui, avec d'abord une petite image de la puce d'Intel, le GPU Intel DG2 512, qui est censé être la première carte graphique Intel Gaming. On en attend beaucoup. Est-ce qu'on sera déçu? Probablement, surtout sur les premières versions. Mais ils ont quelque chose, ils ont des cartes à jouer et ça peut être très intéressant. Très sympa de ces messages, merci à toi. En fait, ça s'appelle de l'éclairage, mais bon, tant pis. Toujours agréable hein, d'avoir ce genre de message sur le chat. Le prochain, ce sera un ban, bien sûr. Et on finira avec les 3070 Ti et 3080 Ti custom qui sont annoncés en masse. Ça, ça fait plaisir de les voir, mais on sait qu'on ne pourra pas les acheter et qu'elles seront très chères, donc toujours un peu dommage. Et les stocks, à la fin, toujours pour pleurer un petit peu vite fait, classique. On commence du coup avec les robots tueurs. Attention, et cette histoire qui est apparue aujourd'hui, mais qui date d'il y a déjà presque un an. Merci pour le follow, mais les messages, c'est pas sympa. Et tu sais, je suis un humain comme toi, j'ai des émotions comme toi. Et
recevoir ce genre de traitement sur un chat Twitch, ça fait jamais plaisir. Donc le follow est sympa, les messages beaucoup moins. Du coup, cette histoire de drone. Alors, on remonte à mars 2020, donc maintenant plus d'1 an. On parle ici d'un drone quadricoptère Kargu 2, que je ne connais pas du tout. En même temps, j'ai à peu près zéro connaissance dans les drones militaires. C'est clairement pas mon domaine. On parle ici d'un drone autonome, mais pas que. En fait, c'est un drone qui peut soit être totalement autonome, soit être dirigé par un humain. Ici, c'est un drone turc qui aurait frappé en Libye, du coup en mars 2020, et qui aurait fait des victimes. Le problème là-dedans, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas si le drone, avec son système autonome, a décidé de lui-même de lancer des frappes, ou si il y avait un humain derrière qui a pris la décision. Bien sûr, vous imaginez que pour le moment, la Turquie a décidé de ne pas communiquer là-dessus. Mais c'est une première. En tout cas, c'est la première fois qu'on ne sait pas. Et du coup, ça fait toujours un peu peur, cette histoire de, de drone militaire qui peut bombarder sans demander une validation humaine. Encore une fois, peut-être que cette fois-là, il n'était pas en mode autonome et qu'un humain a décidé de la frappe. C'est toujours compliqué. Faut savoir aussi que c'est totalement légal. Et ça, j'avoue que j'ai été un peu surpris. Je pensais que ça faisait partie des armes prohibées. Alors, c'est quoi? C'est les trucs de Genève. J'ai oublié. Voilà, la Convention pour l'armement de Genève qui interdit certaines armes, notamment les armes chimiques. Mais visiblement, les drones autonomes ne sont pas du tout interdits et totalement légaux, même si il y a encore beaucoup d'États qui se refusent à utiliser ce genre de technologie, comme la France, qui pour le moment n'a pas, en tout cas n'utilise pas de drones autonomes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de recherche dessus et qu'on n'en développe pas, juste on les utilise pas. D'ailleurs, le gouvernement français s'est dit intéressé à continuer les recherches sur ce genre de technologie, déjà au moins pour ne pas être largué vis-à-vis des gens qui l'utilisent, savoir comment ça marche, savoir comment les contourner et j'imagine probablement s'en débarrasser aussi. Donc ça fait beaucoup de bruit, j'y passerai pas beaucoup plus de temps. Vous imaginez bien qu'il y a des associations comme Human Rights Watch et Amnesty International qui sont en train de faire du bruit pour que on ne les utilise plus. Est-ce qu'ils arriveront à leur fin? Ça paraît peu probable, hein. Ça a l'air d'être quand même quelque chose qui va arriver, qui est déjà présent partiellement et qui a des chances de se répandre dans le futur. Vous imaginez bien que beaucoup d'armées seraient très intéressées d'avoir voilà, des dizaines, voire des centaines de drones autonomes pour de la surveillance, pour plein de choses. Et forcément, ça fait plutôt peur. Je sais pas trop quoi en penser, à part que ça fait peur. Et encore une fois, on n'a pas toutes les informations, donc il faudra attendre d'avoir une vraie enquête et la réalité, savoir si une personne était derrière ce drone ou pas, ou s'il était en totale autonomie. En tout cas, voilà, bien content d'être en France et de potentiellement pas avoir ce genre de problème. Quand même, le jour où les drones ou les machines pourront nous tuer sans avoir à demander une validation humaine, ça fait un peu flipper. On continue avec quelque chose qui n'a rien à voir, on passe dans le semi-conducteur et TSMC qui a lancé la construction de son usine aux États-Unis, plus précisément en Arizona, avec dans le futur une technologie de gravure jusqu'à 3 nanomètres.
on n'en est pas encore là, et même eux n'en sont pas encore là sur leur usine principale à Taïwan. Mais c'est un gros move pour TSMC, pour rester, comment dire, déjà numéro 1, déjà, et pour être toujours la première personne vers qui les entreprises se tournent pour aller graver des puces. On sait que Intel en ce moment est en train d'investir massivement, notamment aux États-Unis, pour un peu sortir les États-Unis de cette dépendance envers des entreprises asiatiques telles que TSMC ou Samsung pour fabriquer des puces. TSMC a bien compris que le seul moyen d'être toujours présent et toujours là pour notamment les Américains, c'est d'être sur leur territoire directement. Donc ils ont les moyens, ils investissent aussi massivement, sachant qu'ils sont déjà premiers, bah ça leur coûte moins d'investir forcément, et ça les empêche pas d'avoir toujours cette avance. Donc c'est plutôt un moyen de garder la main mise sur le marché de la part de TSMC. Et ça va être aussi un gros coup dur pour Intel qui espérait déjà récupérer toute la production au moins sur le sol américain. Ici ça va être plus compliqué. Encore une fois, TSMC est en avance par rapport à tous les autres. Alors ils sont en avance sur la finesse de gravure, ils sont pas en avance sur tous les points, mais sur la finesse de gravure ils sont en avance. Et du coup ça va être dur de diminuer cette avance pour la concurrence, vu qu'ils s'installent dans les points stratégiques pour toujours avoir plus de clients et être toujours le premier nom auquel on pense. En vrai, je savais pas que TSMC avait prévu d'installer une usine aux États-Unis. Et effectivement, c'est quand même probablement le meilleur moyen de continuer d'être au sommet du monde en termes de gravure, de semi-conducteurs. Les Américains qui, en général, aiment pas trop travailler avec les entreprises étrangères, sauf quand ils sont implantés chez eux. Là, ils y voient très vite de l'intérêt. Donc, bravo à eux. Ils risquent de rester numéro 1 pendant encore quelques temps. Et bon, dans un premier temps, ça va graver du 5 nanomètres, hein, bien sûr. Mais ils nous indiquent que d'ici quelques années, avec un peu de retard par rapport à leur usine de Taïwan, ça arrivera à du 3 nanomètres, ce qui est plutôt très fin pour le coup. On continue avec la petite page Huawei. Oui, on commence par HarmonyOS. HarmonyOS qui est le système d'exploitation qui est censé remplacer Android depuis que Huawei a été privé des services Google. Effectivement, Android sans les services Google, ça semble quand même vachement limité. Salut Triple Cuisse. Joli pseudo. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous parler de ça, vu que je n'utilise pas du tout Android, ni des téléphones Huawei. Mais voilà, c'est tombé aujourd'hui, il y avait la conférence à 13h30, 14h, un truc comme ça. Donc pour les gens que ça intéresse... Oui, merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir par mettre un banword rouge, non? Je sais que je suis rouge. L'éclairage, you know? Bref. Du coup, HarmonyOS, voilà, ça ressemble quand même pas mal à ce que pouvait faire Android et pas mal ce que font tous les téléphones, hein. Franchement, personnellement, je trouve que dans les téléphones, on est quand même sur quelque chose qui n'évolue pas trop, où on nous vend des innovations qui n'existent plus trop. Ici, c'est plus le moyen pour Huawei de essayer de repartir à la conquête du monde via ses téléphones. Est-ce que ça va marcher? C'est compliqué quand même. Ça risque de plutôt bien marcher en Asie,
oui. Après, sortie d'Asie, ça risque d'être compliqué quand même d'avoir un OS qui n'a pas accès aux services Google, les services Google qui sont présents à peu près partout dans nos vies maintenant. Donc honnêtement, ils sont arrivés en étant un peu on va reconquérir le monde grâce à HarmonyOS. Pas si convaincu que ça. On n'est pas sur une révolution. On enlève les trucs que tout le monde utilise qui sont liés au service Google et on repasse sur voilà, un OS de téléphone qui a l'air un peu de revenir en arrière. C'est un peu dommage. Après, encore une fois, je ne suis probablement pas la meilleure personne pour vous en parler, vu que je n'utilise ni le matériel Huawei, ni l'OS Android au quotidien. Donc à vous de juger, et sachez que pour les gens qui ont un téléphone Huawei, vous avez la possibilité d'essayer ce nouveau système d'exploitation. Je ne sais pas s'il y a un moyen de faire marche arrière par contre une fois que vous l'avez installé. Donc, je sais pas, que moyennement convaincu, je vous avoue, de ce HarmonyOS qui fait beaucoup de bruit. Après, pas que en bien, mais ils ont l'air de vraiment vouloir le pousser. Honnêtement, l'Europe et l'Amérique, je suis pas sûr qu'on soit prêt à se passer des services Google. Ils en ont profité aussi pour teaser leur futur smartphone avec le P50 et P50 Pro avec absolument zéro information. C'est fou, hein, ils nous teasent. Alors, il n'y a pas de problème. Les gens qui... Vous savez, je suis un humain. Alors oui, mon éclairage est... En vrai, je suis pas rouge, malheureusement. Et je ne suis pas non plus bourré. Désolé. Ni alcoolisé du tout, d'ailleurs. Je pense que ça s'entendrait un peu plus à ma voix. Et je suis un humain, donc si vous n'êtes pas sympa, vous serez juste banni. Voilà, faut apprendre le respect, les gars. Je ne suis pas... je suis pas votre pote, donc respectez-moi. Merci. Et oui, mon éclairage est mauvais, je m'en rends compte, mais tant pis. Mon point Actu Hardware se fera avec cet éclairage mauvais et ma tête rouge. Le prochain qui met un message sera banni comme les autres. Voilà, vous êtes prévenus. Faut pas oublier que les streamers sont des humains et qu'on ressent des émotions, donc soyez plus humains vous aussi. Et tout le monde n'a pas accès à de l'éclairage professionnel, malheureusement. Sinon, lâchez-moi 200 € et au prochain live, du coup, pas au prochain live, mais je pourrais avoir de l'éclairage professionnel et je n'apparaîtrai plus jamais rouge. Et voilà. Du coup, j'ai, oui, le P50 Pro. Du coup, pas d'infos à part des visus sur ses appareils photo. Donc, moi, je vous avoue que ça m'intéressait pas plus que ça. Mais bon, c'est les 4 grands points de la conférence Huawei, donc il fallait que j'en parle. Autre point, les tablettes encore équipées d'HarmonyOS. Deux modèles, le MatePad 11 et MatePad Pro 12,6. Vous imaginez bien, 11 et 12,6, c'est leur taille en pouces. Avec du coup des tablettes d'après Huawei, surtout avec un vrai travail sur l'écran et l'image. Encore une fois, je n'utilise pas Android, j'utilise pas de tablette au quotidien. Je suis probablement pas la meilleure personne pour vous en parler. Et en plus, on a très peu d'informations techniques, hardware sur ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il y a des tablettes, elles seront probablement plutôt accessibles. Ça, c'est l'avantage quand même du matériel Huawei. Après, encore une fois, il faudra vous passer du coup des services Google. Est-ce que vous êtes prêt à vous passer des services Google? Pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Donc ça, c'est la grande version. Est-ce qu'on a la petite version? Ah non, ça, c'est la grande version.
Ok, ça c'est la grande version du coup. Avec maintenant à la mode le stylet, le clavier, tout ça, mais pas de service Google, et ça c'est triste. Dernière annonce de Huawei, des écrans, 2 écrans 4K, un pour les professionnels de l'image, avec cet écran avec un format très chelou qui est de 3:2, donc un format qui est quasiment inexistant sur le marché, à part pour des modèles vraiment de niche et souvent orientés pour les pros. On nous promet bien sûr d'avoir des très belles couleurs, une très belle restitution des images, tout ça pour les graphistes, pour les gens qui ont besoin d'avoir des couleurs au plus près de la réalité. On n'a pas de prix, sachez que c'est quand même un écran 4K destiné aux pros, ça risque d'être assez salé même si c'est du Huawei. Mais par contre, on nous promet vraiment, en termes de couleurs et d'image, quelque chose aux petits oignons. Pour ça, il faudra quand même le tester. Et un ratio quand même très bizarre, hein, du 3:2, un peu étrange. Autre version plus classique, voilà, celui-là, écran pour le gaming, on est toujours sur un écran 4K, enfin sub 4K UHD, avec ici un format plus classique, mais pas non plus le plus classique, parce qu'on est sur du 21/9, donc un écran large, du coup une définition WQHD, c'est-à-dire 1440p, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qu'il nous faut pour du gaming, quoi. Étrange, hein, le format 3:2, clairement. Mais bon, j'imagine que pour les graphistes, il y a un intérêt. N'étant pas graphiste, j'avoue que je le vois pas trop, mais j'imagine que pour les graphistes, il y a un intérêt. Pour moi, le 21/9 est quand même bien plus stylé que... Du coup, 3,5 3,5 le 3:2. Ouais, 3,5. Petite préférence pour le 21/9. Ici, vraiment un écran pour les gamers, avec des prix qui sont plutôt corrects, hein. Ici, 550 € pour cet écran, enfin plutôt correct. On est quand même sur des bons prix, mais on est sur des grands formats, 34 pouces, incurvé, 21/9, 165 Hz. Forcément, on finit par le payer. Et du coup, 700 €. Et oui, 34 pouces, c'est grand. Mais bon, on est 21/9, donc forcément, déjà, on est grand. Ça aurait pas trop de sens de faire un 21/9 en 25 pouces. Même si je pense que ça existe, j'y vois quand même beaucoup moins d'intérêt. Et 700 € pour la version Pro. Donc, je trouve ça quand même cher. Honnêtement, je trouve ça quand même cher. Je m'attendais au moins pour le modèle gaming à, je sais pas, un petit 400 € pour être bien agressif. Surtout que Huawei, c'est quand même pas... C'est pas spécialement une référence en termes d'écran. Donc, en tout cas, pas chez nous. Peut-être qu'en Asie, ça l'est un peu plus, mais chez nous, pas trop. Je pense qu'il va avoir du mal à se faire sa place sur le marché, en tout cas européen. On a fini avec Huawei. Je vous avais dit, hein, pas des annonces folles de la part de Huawei. Mais bon, il fallait en parler. Ils font pas des conférences tout le temps. Et puis, Huawei a quand même été un géant et s'est un peu effondré suite au blacklistage américain et le non-accès au service Google. Ça les a mis dans le dur. Et ils essayent de se relever comme ils peuvent. On continue avec Kingston qui lance sa branche Kingston Fury pour la RAM. Alors, ça devient compliqué, hein, cette histoire, parce que Kingston, ça a été racheté par HyperX il y a maintenant quelques temps. Depuis, HyperX a été racheté par HP. Donc on ne sait plus trop pourquoi ils n'ont pas brandé tout ça HP ou HyperX, on ne sait pas. Mais du coup, ils gardent Kingston, ils le passent en Fury, avec à l'intérieur de Kingston Fury 3 gammes différentes. Faut suivre. 3 gammes qui sont par contre bien différentes, et ça c'est intéressant. On a d'abord la gamme Renegade, comme
comme le 4x4 de je sais plus qui, de Jeep, je crois, qui s'appelle Renegade aussi. En tout cas, rien à voir avec un 4x4, on parle ici de kit de RAM. Renegade qui est du coup réservé pour les kits plus haute performance avec fréquence élevée, latence faible, dédié plutôt au gaming ou à des gros besoins en performance, donc le haut de gamme. On a plus classique la gamme Beast, bizarre pour un truc plus classique, mais voilà, on passe sur des fréquences plus basses, des latences un peu plus hautes, et normalement des prix aussi plus bas, faut noter ça. Et la dernière gamme, qui est la gamme Impact, qui est du coup pour la mémoire SODIMM, donc le format pour les ordinateurs portables. Petit point aussi qui est intéressant et assez surprenant, du coup ça vient juste d'être fait. Et ils sortent aussi des kits en DDR3, ce qui est assez surprenant, hein, la DDR3 qui est quand même là très très proche de la fin, sachant qu'on attend la DDR5 fin d'année, que la DDR4 est quand même bien établie un peu partout. C'est étrange de sortir de la DDR3 maintenant, mais bon, j'imagine que Kingston en produisait encore et c'est juste un rebranding de ce qu'il produisait déjà. Je pense que c'est comme ça qu'il explique. Après, on verra, mais un peu étonnant de sortir encore des kits DDR3 neufs maintenant, là où c'est quand même plus trop répandu et il faut avoir du matériel un peu ancien, en tout cas sur les PC, pour avoir encore de la DDR3. J'ai encore un PC avec de la DDR3, mais croyez-moi, il est plus au goût du jour. On passe aux annonces du Computex et d'abord une collab entre EK, gros boss dans le water cooling. Ça peut dépanner, oui, mais souvent ça reste très très cher la DDR3. J'avais voulu ajouter de la RAM sur ma config, mon ancienne config, et en fait ça me coûtait plus cher que d'acheter de la DDR4, ce qui me faisait bien mal, du coup j'ai abandonné. Du coup cette collab EK, les boss du water cooling, et InWin, qui est pas spécialement des boss, mais assez réputé quand même, plus en Asie que chez nous, mais assez réputé dans les boîtiers notamment. Et ici on a voilà, ce boîtier, c'est un boîtier InWin 303, un peu modifié avec du coup une DistroPlate EK. Si vous ne savez pas ce qu'est une DistroPlate, c'est en gros, dans un circuit de water cooling custom, il faut un réservoir pour stocker le liquide et une pompe pour faire circuler le liquide. Dans votre DistroPlate, vous avez les deux en un. Vous avez un circuit qui sert de réservoir plus la pompe. Donc ça peut être un moyen plus simple pour des gens qui décident de se mettre au water cooling custom sans forcément avoir besoin de tout acheter séparément. Ici vous avez du coup un boîtier avec ce qui sert de réservoir et de pompe. Et vous n'avez plus qu'à ajouter votre radiateur, vos water blocks là où vous voulez et les tuyaux. Donc c'est plutôt sympa. Ici on voit l'intégration de la DistroPlate en façade, ce qui donne du coup un look plutôt sympa. En vrai, j'aime bien, j'aime même beaucoup. Alors, le water cooling custom, c'est toujours délicat. En vrai, c'est très beau, c'est très sympa. En termes de performance, on peut atteindre des performances assez ouf en termes de refroidissement sur du coup des gros circuits custom. Mais en vrai, en utilisation du quotidien, c'est quand même assez compliqué. Ça demande de l'entretien, ça demande d'être surveillé et ça coûte aussi très très cher. Ici, par exemple, ce boîtier avec la DistroPlate coûte 370 €, ce qui est très cher. Surtout à noter que ce boîtier, du coup le InWin 303, existe sans la DistroPlate pour environ 90 €. Donc vous voyez la différence. Après, on va pas se mentir, acheter une DistroPlate, ça coûte cher. Acheter un réservoir et une pompe pour du water cooling custom, ça coûte aussi très cher. Donc il y a moyen de s'y retrouver. Juste, c'est un gros investissement et c'est pas forcément les configs les plus adaptés pour une utilisation quotidienne. Après, comme modèle d'exposition, c'est très beau, quoi. Vraiment, c'est très beau. Mais c'est cher.
On passe aux annonces Enermax et d'abord une grosse alim, très très grosse Enermax qui nous présente son alim Max Revo 2000, comme l'indique son nom, puissance de 2000 watts, certifié 80 plus gold. C'est un gros modèle, hein, profondeur de 180 mm. Mais honnêtement, vous vous sentirez très peu limité. Vous pouvez avoir pas moins de 12 connecteurs PCI Express, donc honnêtement, qui a besoin d'autant? Pas grand monde. Peut-être les mineurs de crypto-monnaie, peut-être. Mais la plupart des gens n'ont pas besoin d'autant. J'avoue que je me demande qui utilise vraiment des alims de 2000 watts. Des gens qui n'ont pas de problème à payer les factures d'électricité, probablement. Il faudra aussi noter que cette alimentation coûtera très cher, bien sûr. En même temps, voilà, les gens qui ont besoin absolument de 2000 watts comme alim, ils ont des configs qui coûtent aussi très cher. Dans ces cas-là, on peut se permettre d'avoir une alimentation très chère. Effectivement, en général, c'est plus pour un four ou une clim que, que pour un PC. Mais non, il existe vraiment des PC qui ont besoin d'alimentation aussi énorme. Après, ça reste pour très peu de gens. Franchement, n'allez pas mettre une alimentation de 2000 watts pour alimenter même une 3090 et un i9, hein, ça n'a pas de sens. À part si vous voulez pousser l'overclocking dans ses retranchements à base d'azote liquide, tout ça, là peut-être, mais sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et votre facture d'électricité ne vous remerciera pas. Autre annonce d'Enermax, ce sont des boîtiers de modèles. Alors, ils sont malins Enermax, ils nous annoncent des boîtiers et en même temps des nouveaux ventilateurs qui sont présents dans les boîtiers. Vous les voyez ici, ces ventilateurs, des très très grands ventilateurs avec des formats un peu chelous. On est ici sur des ventilateurs de 180 mm. On connaît les 120, on connaît aussi ceux qui sont un peu en dessous en taille mais qu'on n'utilise plus trop maintenant dans les boîtiers taille standard. On connaît aussi les 140, mais là on va encore plus loin, 180. Ce qui permet d'avoir seulement 2 ventilateurs en façade et tout de même une bonne performance en refroidissement. Et un look plutôt sympathique, hein. En vrai, j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympa, ce RGB sur les contours et aussi sur les pales. Alors vous voyez qu'il existe aussi des modèles avec juste du RGB sur les contours. Donc des petits boîtiers avec des grandes compatibilités. On voit, on peut même mettre des cartes à la verticale. Alors si votre carte graphique n'est pas trop grosse, tout de même parce qu'on n'a que deux équerres PCI verticales. Donc on ne peut pas mettre n'importe quoi. Mais c'est plutôt sympa. Et ici le deuxième modèle qui est un peu plus compact. On choisit de mettre 3 ventilateurs en façade dans des formats plus petits ici. Donc un moyen pour Enermax de montrer en même temps ses boîtiers et en même temps ses ventilateurs. Enermax qui est en général sur des produits très agressifs en termes de prix. On est rarement sur de l'ultra premium, voire même du premium, mais on est souvent sur des rapports qualité-prix-performance assez intéressants. Si vous voulez l'ultra premium, c'est pas la bonne marque. Dernière annonce du Computex et c'est MSI qui est une de mes marques de cœur et qui nous présente ici un petit bundle. Alors on pourrait croire que c'est un PC, mais en fait c'est un bundle où on a une partie de ce qu'il y a besoin pour faire un PC. Et il y a là du coup une petite magouille qui régalera les connaisseurs. En ces temps difficiles, on sait à quel point acheter une carte graphique est compliqué. Donc il nous propose un bundle avec du coup un boîtier, un kit de water cooling all-in-one et de la RAM. Mais c'est tout. Pas de carte graphique, pas d'alim, et du coup un peu de, un peu de triche. Ça me fait quand même beaucoup rire. MSI qui nous a quand même habitués à montrer soit tout le matériel séparément, soit nous montrer un PC
entier. Ici, on a compris hein, à quel point les cartes graphiques c'était compliqué et ils ont l'air de vouloir vendre ce bundle assez rapidement. Du coup, on enlève ce qui est compliqué à trouver et on met ce qui est fait par MSI et ce sur quoi on n'a pas de problème de disponibilité. On a quand même quelque chose de plutôt sympa si on enlève l'absence de carte graphique. L'alimentation, ça se trouvera, tout le reste se trouvera, la carte graphique sera plus compliquée. On a un boîtier qui est axé flux d'air. Vous voyez ici cette façade vraiment très aérée. On a quand même la vitre sur le côté, très classique maintenant. Et on note la compatibilité avec un radiateur de 360 mm en haut. Et ça, c'est pas dans tous les boîtiers. On a aussi de la petite rame qui est faite par G-Skill, qui s'adapte très bien aux couleurs du boîtier. C'est des kits de RAM qui sont faits exprès pour ce bundle. Vous voyez, ils sont brandés MPG Maverick, comme l'est le bundle. Donc assez marrant. Et aussi assez marrant cette petite douille de voilà, vendre un bundle où on n'a qu'une partie des composants. Et pas, c'est pas un PC en kit. C'est pas un PC monté. C'est un bundle avec seulement une partie des composants. Ce qui est pour le coup assez nouveau de la part de MSI, je trouve, mais un moyen assez simple de vendre des bundles en masse sans se sentir limité par les manques de cartes graphiques. Et oui. On a fini avec les annonces Computex, même si cette annonce découle un peu du Computex. C'est Asus qui nous présente ces deux portables 100% AMD, processeur AMD, carte graphique AMD, et du coup, ils ont le droit d'avoir le petit tag Advantage. AMD qui, lors de sa conférence, a expliqué qu'il voulait créer un genre de certification sur des PC portables gaming équipés du matériel AMD, donc processeur et carte graphique, avec d'autres critères, notamment des critères au niveau de l'écran. On veut un bel écran, 144 Hz minimum. On veut une bonne solution de refroidissement, notamment au niveau du clavier. On n'a pas envie que votre ZQSD se transforme en plancha et vous brûle les doigts. Donc, on a des exigences pour répondre à ce Advantage by AMD. Et Asus, c'est les premiers à sauter dans ce train avec du coup deux portables Asus ROG qui bénéficient. On va chercher des grosses performances. Hein. On rigole zéro. On est chez ROG. On est les premiers Advantage. Il faut frapper fort. On a un 15 et un 17 pouces. ROG Strix. Donc, ce sera premium. Côté d'écran, côté de l'écran, on respecte ce que demande AMD. On a soit du Full HD 300 Hz, soit du WQHD 165 Hz. Un peu étrange, mais pourquoi pas. On a bien sûr AMD FreeSync. En même temps, on est full AMD, donc ce serait quand même sacrément bête de se passer d'AMD FreeSync. On a aussi la prise en charge du Dolby Atmos. Ça risque d'être des très bons PC portables, clairement. On a en tout cas toutes les caractéristiques pour que ça soit des très bons PC portables. Après, d'un point de vue, voilà, on a même un conducteur en métal liquide pour le refroidissement, comme sur la PS5, incroyable. Après, en termes de prix, on est chez Asus, hein, sur la gamme ROG, donc ça fait un peu mal. Le 15 pouces, il est à partir de 2000 euros. Attention, à partir, vous n'aurez pas une énorme config à 2000 euros malheureusement. Je pense qu'on sera plus sur du Ryzen 5 et de l'entrée de gamme carte graphique, même si j'aimerais avoir plus, je pense qu'on sera là-dessus. Et en 17 pouces, on est encore plus cher à 2300 euros à partir, encore une fois. Donc on est sur des configs qui vont atteindre pour dans les dans les j'ai perdu les mots. Dans les versions les plus haut de gamme, je dirais aux alentours de 5000, hein, je pense. Donc oui, ils seront bons. Par contre, ils ne seront pas du tout
accessible en termes de prix. On n'est pas sur quelque chose aux alentours de 1000, enfin qui commence aux alentours de 1000 euros. C'est quand même un peu dommage, surtout que on attend encore les tests de ces cartes graphiques mobiles d'AMD. On sait que leurs processeurs sont performants, aucun problème là-dessus. Sur les cartes graphiques, on n'est pas encore sûr, et on sait que sur les cartes graphiques, Nvidia est bien installé encore plus sur les ordinateurs portables que sur les PC fixes. Donc, ça va être, il va falloir faire son chemin et s'imposer avec des prix pareils. Ça va être un peu compliqué. D'un autre côté, les Asus ROG, j'en ai jamais vu des pas chers. Mais ce sera des très bons PC portables, ça, vous pouvez en être sûr. En même temps, vu le prix, ils peuvent. On finit avec les cartes graphiques et d'abord la puce Intel DG2 512 avec une promesse de 4096 shader processor et 16 Go de mémoire dédiée. Alors, Intel est arrivé en mode on arrive pour concurrencer les 3080. Non, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas avec ce modèle-là. On est plus sur de la 3060 plus en termes de nombre de cœurs que la 3080. Après, en termes de mémoire dédiée, effectivement, on a 16 Go, ce qui est énorme par rapport au Nvidia. Mais AMD a aussi assez souvent 16 Go de mémoire dédiée sur ses cartes, peu importe la gamme. Donc, il faut voir comment cette mémoire est utilisée. C'est bien d'avoir beaucoup de mémoire, mais il faut qu'elle soit utilisée à bon escient aussi. Ici, on a juste la puce, on n'a pas encore la carte, et on attend beaucoup de ces cartes parce qu'Intel a un vrai coup à jouer, vu que c'est les seuls, visiblement, à assurer une réelle disponibilité sur les derniers appareils sortis, notamment ces processeurs. Est-ce qu'ils seront capables de le faire aussi sur les cartes graphiques, alors qu'à l'heure actuelle, on sait à quel point c'est compliqué de trouver une carte graphique à un prix correct. Ce sera, à mon avis, le premier atout sur cette première itération de carte graphique made by Intel. Et ensuite, ils affineront leur process et tout pour probablement arriver à quelque chose de concurrentiel en termes de performance. Ça risque d'être compliqué quand même en termes de performance dans un premier temps. En tout cas, par rapport au haut de gamme de la concurrence. Attention. Pour de l'entrée de gamme, il y a moyen qu'ils aient des gros coups à jouer. Mais si vous comparez ça à de la 3080, 3090 ou 6900 XT chez AMD, il y a peu de chances que ça rivalise. Petit point à noter aussi, c'est que depuis l'annonce hier d'AMD du FSR, disponible sur à peu près toutes les cartes graphiques possibles et imaginables, que ce soit les cartes AMD bien sûr, mais aussi sur les cartes Nvidia, Intel a semblé très intéressé pour aussi l'incorporer à ses futures cartes graphiques, en même temps quelque chose qui allège le processus un peu gratuitement, ça peut que faire envie. Et vu qu'AMD a décidé de laisser ça accessible à tout le monde, il y a bien moyen que ça soit vite intégré une fois que ce sera disponible pour le grand public, le FSR ou les cartes Intel. Donc à surveiller ça, mais il y a moyen qu'ils se jettent dessus très rapidement. Encore une fois, ils ont bien raison. Petit point test. Alors je vais pas faire tout le détail parce que c'est chiant, ça sert pas à grand chose. Mais test des 3080 Ti, juste pour montrer que bah voilà, ça se situe bien entre une 3080 et une 3090. Vous voyez ici en 1440p, on est légèrement au-dessus de la 3080 et un peu plus en dessous de la 3090. En 2160p, soit la sub 4K, on réduit l'écart avec la 3090 drastiquement. Vous voyez ici, elle passe deuxième, elle passe devant la 6900 XT. 6900 XT qui toujours un peu de problème quand on va chercher le vraiment grosse résolution, tout activé parce que bah, pas d'équivalent DLSS. Donc ce sera des très bonnes cartes, comme à peu près toutes les séries 30. Hein. Toutes les séries 30 sont des très bonnes cartes. Le seul problème, ce sera forcément la disponibilité et le prix.
à noter que la 3080 Ti sort demain. Ça dépend à des heures différentes suivant les plateformes de vente. J'ai vu que notamment matériel.net lâchait les cartes à 15 h. On parle des 3080 Ti Founders Edition, qui sont du coup normalement à des prix corrects. Les cartes custom ne seront pas à des prix corrects, en tout cas pas dans un premier temps. Et on parle du coup de 1200 € pour ces 3080 Ti Founders Edition. Ce qui est un très bon coup si vous pouvez mettre la main dessus et que vous avez les moyens. Parce que si vous attendez un petit peu, il restera plus que des customs et vous les paierez à peu près 2 fois ce prix-là. Donc jetez-vous dessus si ça vous intéresse. Ce sont des très bonnes cartes. C'est la carte ultime pour jouer à des jeux vidéo, c'est sûr. Là où la 3090 est plus destinée à un public de professionnels. Forcément, annonce des 3070 Ti et 3080 Ti Founders Edition par Nvidia, suivi de toutes les marques qui font des cartes custom qui annoncent leur propre modèle. On va aller très vite. On commence avec MSI qui annonce 12 cartes avec les classiques gammes MSI. Donc on a d'abord les Supreme et Supreme X. Supreme version Premium, Supreme X version Premium overclockée d'usine. Donc avec ces visuels, hein. En termes de visuel, on ne change pas grand chose, hein. On est sur ce qu'on sait faire et ce qu'on fait déjà. Ensuite on a les Gaming Trio et Trio X. Encore une fois, Gaming Trio, c'est pas overclocké. Quand on rajoute le X, on a un petit overclockage d'usine assez léger, hein. C'est pas non plus très violent. Et on finit avec les Ventus. Que des modèles avec 3 ventilateurs, que ça soit sur les 3070 ou 3080. Donc voilà, on est sur ce qu'il y a de plus classique, on ne révolutionne pas du tout le design de ces cartes. Asus fait exactement pareil, avec ses déclinaisons et ses gammes à eux. Donc on commence avec les versions water coolées, soit ici avec un espèce de kit all-in-one, vous avez le radiateur et tout. Ou alors... ok, ils l'ont pu. Sinon, il y a une version... qui n'est pas avec le kit. En gros, vous devez derrière l'intégrer à votre circuit. Notamment si vous avez un circuit de water cooling custom. Donc au lieu ici d'avoir les câbles et le radiateur, on a juste les emplacements pour brancher vos tuyaux. Donc pareil, hein, on n'est pas sur de la révolution. Ensuite on a les cartes refroidissement à air standard, toujours chez Rogue. Et on finit avec la gamme TUF qui est censée être la plus accessible. En vrai, en termes de performance, tout ça est presque pareil, hein. On a vraiment très peu d'écart entre les différentes gammes. On est vraiment sur un changement visuel. Sur les gammes un peu plus premium, on a un peu plus de RGB, tout ça. On a le logo Rogue à la place du logo TUF. Mais en termes de caractéristiques, c'est plus pour dire à vos potes, oui, j'ai une Rogue et pas une TUF, hein. Clairement. Zotac, quant à eux, moins de cartes, moins de références, mais toujours les mêmes histoires, hein. Des versions un peu plus premium avec les amps holo, un peu plus premium, un peu plus de RGB, mais des caractéristiques... franchement, on est quasiment toujours sur les mêmes choses. Et on a du coup, voilà, version premium, version un peu moins premium. On s'embête pas à faire plein de gammes. Ici, on a 4 modèles. Une 3070 Ti Premium, une 3080 Ti Premium, une 3070 normale et une 3080 Ti normale. C'est en vrai, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut. Pas besoin d'avoir 1 milliard de références. Eux, ils font dans la simplicité. Parfois, la simplicité, ça a du bon. On a aussi Inno 3D, eux un peu moins dans la simplicité et le retour des cartes à refroidissement liquide. Ici, vous voyez, on n'a pas le kit et ça, c'est à intégrer dans votre circuit de refroidissement liquide. Mais on a aussi des versions à refroidissement par air avec un modèle. Donc ici, on a par exemple les 3080 Ti et 3060 Ti iChill, j'aime beaucoup ce nom, X3 et X4. X3 très classique, 3 ventilateurs, tout ce qu'on connaît. Sur le X4, on a un quatrième ventilateur tout petit au niveau
de l'alimentation pour accentuer le refroidissement. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Je sais pas, mais un peu plus de refroidissement, ça fait jamais de mal. On a aussi bien sûr les modèles très classiques où on se passe de RGB, on a 3 ventilateurs et c'est tout. Comme d'hab, ce sera un peu moins cher si vous enlevez le RGB et tout ce qu'il y a de design. On a presque fini avec les 3070 Ti et 3080 Ti. On passe chez Gigabyte et Aorus, même marque, deux gammes différentes. Ici, ici on les a. Les deux versions à refroidissement liquide, la version avec le kit all-in-one, donc vous avez les tuyaux et ventilateur et radiateur. Ici, la version à intégrer dans votre propre circuit de refroidissement. C'est des cartes qui valent très très cher, ces cartes-là. À noter qu'elles ne sont pas refroidissement hybride, c'est totalement refroidissement liquide. Parfois on a un petit refroidissement hybride avec d'un côté un ventilateur et de l'autre un water block. Ici on est totalement sur du liquide. Et après les versions premium sans refroidissement liquide, toujours chez Aorus. Et les versions moins premium chez Gigabyte du coup, avec voilà, en noir et en blanc. Et la version 13 Access qui pour le coup est plutôt fine. Alors 2,5 slots, c'est plutôt fine pour une 3070 et 3080 Ti, hein. Pas n'importe quelle carte. On rappelle qu'on est quand même sur des modèles de cartes qui sont équipés de 3 ventilateurs, donc on est sur des grosses cartes. Il faudra avoir la place dans votre boîtier. Le dernier, c'est Gainward, et eux, un peu plus dans la simplicité, clairement. Vous voyez ici seulement 2 modèles, à chaque fois des modèles plutôt sobres, et qui ressemblent à toutes les autres. Franchement, les cartes Gainward, elles ont toutes la même tête. Vraiment toute la même tête, peu importe que ça soit de la 3060 à la 3090. La 3090 c'est forcément que en version 3 slots, enfin 3 ventilateurs, mais elles ressemblent tout le temps à la même chose. Donc j'avoue que c'est pas mes préférés en termes de design, mais encore une fois en termes de performance, ce sera bien au rendez-vous. Petit point sur une carte qui vaudra une blinde, on n'a pas le prix, et c'est une 3090 de chez MSI, la Supreme Anniversary Limited Edition. Donc vous imaginez bien, une édition limitée qui coûtera une blinde, en plus une 3090 qui coûte déjà une blinde, avec en plus pas une vraie refonte visuelle, un peu déçu, à part se dire qu'on a une édition limitée et voir qu'ici il y a écrit 35e anniversaire. Un peu déçu hein, de cette carte qui vaudra sûrement le prix d'une voiture. On finit avec les stocks et toujours des larmes de sang sur les stocks parce qu'on a toujours les 6700 XT qui commencent à 950 et vont jusqu'à 1240. N'achetez pas celles-là, elles sont trop chères. À la limite celles-là, mais celles-là elles sont trop chères. La 6900 XT toujours accessible qui ne part pas. C'est la seule qui est accessible. Enfin accessible, 1800, mais la plus accessible et elle ne part pas. Et après on a des 6900 XT bien plus chers. A noter tout de même que les 6800 et 6800 XT ne sont pas restés en stock très longtemps, donc les gens préfèrent ces 6800 et 6800 XT plutôt que les 6700 et 6900 XT. Des cartes qui vont toujours jusqu'à 2650 pour cette édition, extrême édition de Saphir, ou 2600 pour cette MSI qui a l'air quand même assez classique et qui donne pas envie de mettre 2600 € dedans. En tout cas, voilà pour ce point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié. Désolé pour le début et les messages méchants des gens. Quand même, faut apprendre à se tenir. C'est pas parce qu'on est sur internet qu'il faut être mesquin. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'hab. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours, c'est ce qui m'aide le plus. Sauf sur le fait que j'ai la tête rouge. Oui, mon éclairage est pas bon aujourd'hui, ça arrive, malheureusement. Et on se retrouvera demain pour la suite du point actu et la suite de l'actualité. Avec j'espère encore des bonnes news, surtout grâce au Computex en ce moment qui nous régale de news intéressantes.
Pas toujours, mais en ce moment c'est quand même pas mal. En tout cas, merci d'avoir regardé.